Patrick Bruel, mis en examen pour viol, le chanteur a donc été inculpé. Un juge devait décider dans la soirée de sa possible incarcération, ce qui n'aura pas lieu. Marine Turki, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service enquête de Mediapart, à l'origine de la révélation de l'affaire Patrick Bruel. Je vous ai invité pour évoquer justement la manière dont on recueille la parole des victimes, puisque c'est quelque chose que vous faites depuis des années, mais peut-être justement par rapport tout d'abord à la situation juridique de Patrick Bruel, un point. Actuellement, il est mis en examen pour les faits dénoncés par 4 femmes. Parmi elles, il y a une ancienne Miss Alsace, Florie Trébert, dont on a révélé le témoignage. Elle dénonce un viol qui aurait eu lieu au domicile de Patrick Bruel en 2008. Elle dit qu'elle l'a rencontré au concours Miss France, qui lui a dit « ça ne fait que commencer pour toi cette carrière », qu'il aurait laissé entendre qu'il pouvait l'aider, donner des contacts. Et puis elle dit s'être retrouvée chez lui et pas du tout une discussion artistique ou professionnelle qui se serait jetée sur elle. D'autres femmes qui sont masseuses pour certaines d'entre elles, enfin employées dans des instituts de soins ou des spas de luxe, raconte un petit peu la même chose. Un homme en cabine de massage qui là aussi demanderait ou sous-entendrait qu'il voudrait des prestations caractère sexuel. Elle dénonce pour certaines du harcèlement sexuel ou des agressions sexuelles. Donc 4 femmes et puis une attachée de presse belge aussi qui a beaucoup témoigné dans les médias et qui dénonce une agression sexuelle qui serait intervenue dans le cadre de son travail, une promotion d'un film avec Patrick Bruel en 2010. Ces 4-là ont obtenu une mise en examen. 4 autres cas sont à l'étude. Il est placé sous le statut intermédiaire de témoin assisté. Il n'est pas placé en détention provisoire comme le demandait le parquet. Ça a été évidemment une bataille, je pense, avec les avocates de Patrick Bruel qui ont dû faire valoir qu'il n'y a pas de risque de récidive sans doute et pas de pression possible sur les témoins. J'imagine que c'est ce qui a été invoqué. Et une sensation que j'ai, par exemple en discutant avec ma tante, c'est un cas particulier que j'ai autour de moi, un émoi particulier au sujet de Patrick Bruel. Vous qui avez enquêté à ce sujet, Marine Turki, qu'est-ce que vous avez vous aussi découvert en matière d'attitude de l'opinion publique ? Je pense qu'il faut en finir avec la surprise. Il faut arrêter d'être surpris quand des affaires de violences sexuelles surgissent, parce qu'en réalité, il n'y a pas un profil type. C'est tous les milieux sociaux, c'est tous les profils. Mais Patrick Bruel, c'est le chanteur des adolescentes dans les années 90. C'est un chanteur extrêmement populaire. C'est une icône de la variété française. Donc c'est difficile pour beaucoup de gens de se projeter dans les accusations qu'on lit aujourd'hui, qui se retrouvent dans les mains de la justice et dans la presse. Il a beaucoup joué de cette image de chanteur romantique, de séducteur, qui, je crois, est une image aujourd'hui écornée. La séduction, ce ne sont pas les violences sexuelles. Et d'ailleurs, beaucoup de fans de Bruel disent « mais il n'a pas besoin de violer, Patrick Bruel, il a des hordes de femmes qui l'attendent partout ». Et justement, il faut bien comprendre que ces affaires de violences sexuelles ne sont pas des affaires de pulsion sexuelle. C'est des affaires de domination, d'abus de pouvoir. Et c'est ça qui est aujourd'hui sur la table. Patrick Bruel est accusé d'avoir abusé de sa notoriété et de son pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles, pour se jeter, je reprends les termes de ses plaignantes, sur elle lors de rendez-vous professionnels notamment, parce que c'est ce qui revient beaucoup dans les loges, à son domicile, dans les cabines de massage aussi. Et ces femmes, le point commun, c'est qu'elles n'avaient pas de pouvoir. Ce sont des figurantes, ce sont des masseuses, ce sont des costumières, ce sont des chanteuses en début de carrière, ce sont des figurantes, ce sont des gens qui n'ont pas de pouvoir par rapport à cette star qui est Patrick Bruel depuis les années 90. Ce qui est intéressant dans l'histoire de cette affaire, Marine Turki, histoire que vous avez suivie depuis le début, c'est qu'en fait, il y a au moins 2 dates. Et alors, il y a donc à l'été 2019 une masseuse qui porte plainte, qui évoque les violences sexuelles subies. Et puis, nouvelle plainte en 2021, une autre femme dépose plainte pour viol. 2019, 2021, et finalement, cette affaire, elle n'éclate qu'en 2026. Pourquoi ? Alors moi, j'enquêtais déjà dès 2018, en marge d'une autre enquête sur des violences sexuelles. On m'avait parlé de Patrick Bruel, j'avais eu vent de 3 témoignages, mais à l'époque, ce n'était pas le moment pour ces femmes de parler. Elles estimaient que MeToo avait eu très peu d'impact en France, que la parole des femmes n'était pas suffisamment entendue. Elles avaient peur, pour le dire simplement, d'être rayées de la carte, d'avoir des conséquences professionnelles. Donc je n'avais pas été en mesure de faire mon enquête. 1 an plus tard, vous l'avez dit, il y a eu les signalements, les plaintes de plusieurs femmes qui travaillent comme masseuses ou esthéticiennes dans des instituts de soins. Et c'est important parce que la justice, à l'époque, a eu pas moins
de 9 témoignages entre ses mains de femmes qui ont signalé des faits. Pourquoi ? Parce que le signalement de la première masseuse corse a été médiatisé dans le Parisien et que du coup, évidemment, d'autres se sont manifestés. La justice a classé cette enquête sans suite et ensuite elle a classé, vous le disiez, une plainte d'une jeune femme qui s'appelle Ophélie Fachefer qui a dénoncé des faits en 2021, ça a été classé en 2022. Le parquet de Nanterre a fait le choix inverse hier en demandant la mise en examen de 9 cas, dont 7 dont il avait déjà connaissance, lui et la justice belge. Alors là, il faut que vous nous expliquiez pourquoi la justice décide de classer donc à 2 reprises, alors que pour les mêmes faits, elle décide donc de poursuivre aujourd'hui. Je pense déjà que la justice, elle fait partie de la société et elle avance tout comme la société avance sur ces sujets. Le regard sur ces sujets de violence sexuelle avance et on apprend à regarder autrement ces affaires. Par ailleurs, quand on lit le dossier, je l'ai fait, ce dossier de 2019, je l'ai parcouru, on voit qu'il y a des failles. Il y a une plaignante suisse, sa plainte est transmise par les autorités suisses et elle n'est pas auditionnée, cette femme. Elle n'est jamais auditionnée et c'est classé sans suite. Il y a aussi un interrogatoire un peu léger de Patrick Bruel dans un premier temps, après le signalement de cette masseuse corse. Il est tout simplement convoqué à la gendarmerie de Châlons-en-Champagne. Pourquoi Châlons-en-Champagne ? Parce qu'il est en concert là-bas. Donc, c'est un interrogatoire très court, très léger. Il va falloir attendre 1 an et demi après pour qu'il soit auditionné en garde à vue par les policiers à l'époque. Mais je crois que ce dossier n'a pas été regardé assez suffisamment dans ses similitudes. Parce que ces femmes dénoncent des faits qui sont extrêmement similaires. Parfois, on a l'impression de lire plusieurs fois le même récit de ces femmes, et notamment s'agissant des esthéticiennes et masseuses. À l'époque, ça a été de fait classé assez vite. Il a entendu en novembre 2020. Un mois plus tard, le parquet classe l'ensemble. Et c'était un classement global pour infraction insuffisamment caractérisée, en résumé, un faute de preuve, si vous voulez. Faute de preuves, mais alors est-ce que ça veut dire que la multiplication des témoignages confère une forme de preuve au pluriel supplémentaire ? Dans ces affaires de violences sexuelles où les preuves matérielles viennent parfois à manquer, ou les témoins directs, c'est parfois l'accumulation des témoignages similaires de plaignantes qui va faire, si ce n'est la preuve, au moins le faisceau d'indices graves et concordants qui est nécessaire pour la justice pour mettre en examen le mis en cause. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a des dizaines de femmes qui racontent des choses similaires, que ce soit dans les loges, à son domicile ou dans les cabines de massage, forcément ça dessine ce que les policiers appellent un mode opératoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même les témoignages prescrits vont colorer le dossier et vont permettre d'étayer ce fameux mode opératoire présumé. Ces femmes, vous les avez toutes entendues, vous en avez d'ailleurs probablement entendu d'autres aussi, Marine Turki. Comment fait-on lorsqu'on est journaliste et qu'on enquête sur ces affaires ? Est-ce que vous sollicitez ces témoignages ? Est-ce que ceux-ci arrivent à vous ? On a révélé effectivement 25 des 30 témoignages qui sont sortis dans la presse. C'est un temps long. Il y a le temps du recueil de la parole et le temps de la vérification. Le temps du recueil de la parole, il se fait de différentes manières. Parfois, on a des pistes, on a vent de témoignages et on va directement voir ces femmes. Par exemple, Danielle Elsner, la patronne d'Unifrance, c'est moi qui l'ai contactée en 2018 parce qu'on m'a dit qu'elle aurait des choses à dire, qu'il s'était passé quelque chose au festival d'Acapulco en 1997 où elle était ainsi que Patrick Bruel. Dans ces cas-là, on essaie d'approcher ces personnes, de leur dire est-ce que vous accepteriez de me raconter les choses ? Mais parfois, c'est elles qui nous contactent, ou des proches, ou des témoins. Il y a toutes sortes de manières par lesquelles ça nous arrive. Des femmes ont refusé de vous parler ? Bien sûr, des tas de femmes ont refusé en disant qu'elles n'avaient rien à dire, alors que je savais qu'il y avait sans doute des choses, mais il faut respecter aussi ce non parfois. C'est très difficile de prendre la parole contre le chanteur le plus populaire français. Et pour plein de raisons qui leur sont personnelles, parfois ce n'est pas le moment de la parole pour elles. Donc c'était le cas pour Danielle Elsner. À l'époque, elle m'a dit qu'elle n'avait pas envie de parler. J'ai attendu 7 ans, je l'ai recontactée l'année dernière, et puis elle a réfléchi, elle a mis 2 mois à me répondre, et ça a été le moment pour elle de cheminer vers une parole publique. Et je dis bien publique parce que Danielle Elsner, elle a alerté pendant des années. Elle n'a pas été dans le silence, elle a toujours raconté son histoire. Elle l'a raconté au sein d'Unifrance, elle avait demandé une confrontation à Patrick Bruel via son agente, c'est important de le dire, en disant si on est amené à voyager ensemble à un voyage Unifrance dans le cadre d'un nouveau film, je veux une confrontation pour évoquer une confrontation en présence de son avocate, mais personnelle, pas devant la justice. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait ce voyage Unifrance n'a jamais eu lieu, mais par contre la demande de confrontation a été faite à son agente et Patrick Bruel a dit je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas il était ouvert à la discussion. Lorsque l'on voit donc ces témoignages qui s'accumulent, Marine Turki, est-ce que l'on vérifie en quoi consiste votre travail de journaliste par rapport à ces paroles que vous avez recueillies? Bien sûr, je disais tout à l'heure, c'est le temps de l'écoute d'abord et ensuite le temps de la vérification. Et ce temps de la vérification est très long. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait ? On va vérifier tous les lieux, les dates qu'elle nous donne. Si une personne me dit « moi j'étais figurante sur tel film avec Patrick Bruel » ou « moi j'étais éclairagiste au Bataclan quand j'ai rencontré Patrick Bruel », je leur demande leur fiche de paye ou leur contrat ou des mails qui attestent de leur présence sur ce film. Je vais tout vérifier. Et c'est important parce que parfois il y a même des erreurs de date et c'est normal 30 ans après. Donc ce travail de vérification permet
permet ça. Si elle cite des témoins, des gens qui auraient été présents, qui auraient entendu des choses, je vais contacter toutes ces personnes. Et l'autre chose qu'on fait, c'est qu'on va aller interviewer tous leurs confidents et confidentes. Si une personne me dit, ben moi j'en ai parlé à l'époque à mon collègue, à ma meilleure amie, à mon conjoint, évidemment qu'on va aller voir ces personnes pour voir un petit peu si les récits sont similaires, si déjà à l'époque elles en avaient parlé, bien avant la médiatisation de l'affaire. C'est un travail très long. Le fait que Flavie Flament, qui est une personne connue, ait témoigné, est-ce que ça a tout changé? Ça a absolument tout changé. Alors, avant elle, il y avait déjà eu le témoignage de Daniel Elsner, je l'ai dit, qui a été une locomotive pour mon premier article. Sans la parole de Daniel Elsner, je pense que je n'arrivais pas à sortir ce premier article et elle a permis que la parole soit quand même entendue. Mais Flavie Flament, ça a tout changé parce que c'est un tournant. C'est une animatrice connue, c'est une animatrice populaire. Elle a quelque part rééquilibré l'affaire. Elle a permis qu'on entende la parole des autres femmes et qu'on mette à l'abri ces femmes. Et ça a d'ailleurs été la réaction de beaucoup de femmes qui m'ont parlé. C'est enfin quelqu'un qui va un peu porter notre parole. Mais pour autant, Flavie Flament est entendue parce qu'il y a les 29 autres femmes aussi. Donc c'est à la fois la quantité de témoignages et la parole d'une personne puissante, Flavie Flament, qui permet à l'affaire d'être entendue. Que lui reprochait Flavie Flament? Flavie Flament lui reprochait un viol qui aurait lieu alors qu'elle était mineure. Elle avait 16 ans, c'était à son domicile à Paris à l'époque, à son domicile à lui. Donc un viol et non une relation consentie. Tout à fait, elle est très formelle sur le fait que c'est un viol, sur le fait qu'elle était mineure, et elle dit sa certitude d'avoir été droguée à l'époque, puisqu'elle dit qu'il lui aurait offert un thé, qu'ensuite elle a eu un blackout total, et qu'elle s'est réveillée sur son lit en voyant le plafond et en voyant Patrick Bruel qui était, je la cite, en train de remettre son pantalon à elle, de lui reboutonner le pantalon, et il lui a dit allez viens, je te ramène. Il l'aurait déposé dans un hôtel près de la gare Saint-Lazare. Et alors, par rapport à ça, que peut la police, donc en matière d'investigation, puisque donc ce sont des accusations qui portent sur des faits anciens. Qu'est-ce qui va se passer, Marine Turki? Par exemple, la police va regarder la description par Flavie Flament de cet appartement, si elle correspond à la réalité, si l'adresse est exacte. Elle va vérifier aussi s'il y a des témoins ou confidents éventuels. Et ça, c'est important parce que, par exemple, Flavie Flament, lorsqu'elle a eu la main sur ses émissions, notamment RTL, elle a dit à ses productrices qu'elle ne voulait pas inviter Patrick Bruel, qu'elle souhaitait absolument pas l'inviter, et elle expliquait pourquoi. Bon, ces personnes, par exemple, vont être auditionnées. Même chose du côté de Patrick Bruel, qui peut-être mettra en avant certains témoins. Donc il y a des choses qu'on peut reconstituer, mais il faut aller les chercher, ces preuves. Il faut aller chercher ce faisceau d'indices graves et concordants. Et c'est un long travail. Les policiers n'ont pas toujours le temps de le faire, notamment dans des affaires non médiatiques. Mais c'est un travail qui est important. Votre enquête dans Mediapart, Marine Turki, montre qu'il y a eu des consignes dans le monde de la musique, par exemple, puisque c'est le monde dans lequel évolue notamment Patrick Bruel, pour que les femmes se taisent, c'est ça? Oui, vous savez, dans ces affaires, on entend souvent tout le monde savait. Alors on se méfie, nous, à Mediapart, du tout le monde savait, c'est parfois employé de manière excessive, il faut les vérifier, qui savait quoi, comment. C'est ce qu'on a fait. On a vérifié dans le cadre des enfoirés notamment. On a pu parler à une vingtaine de bénévoles, d'anciens responsables des enfoirés. Ce qu'on a pu montrer, c'est que lors des réunions de préparation, d'information aux bénévoles des Restos du Cœur en amont du spectacle des enfoirés, les femmes étaient prévenues du comportement présumé de Patrick Bruel et qu'il ne fallait surtout pas se retrouver en loge avec lui. Même chose dans des rédactions, dans des médias. On a démontré plusieurs cas dans notre enquête avec Samia Dechir qui montre que il y avait des consignes qui étaient données aux journalistes, notamment par exemple à TF1 dans l'émission 50 Minutes Inside. On disait qu'il fallait envoyer un journaliste homme, masculin, pour aller interviewer Patrick Bruel. C'est quelque chose qu'a confirmé le groupe TF1 et c'est important de le dire. Par principe de précaution, nous a dit TF1, on n'envoyait effectivement que des journalistes masculins. Mais alors, par exemple, dans une association comme les Enfoirés, puisque ça risque de nuire à l'association elle-même, comment explique-t-on le fait que ces associations préfèrent se taire plutôt que de parler ou de mettre à l'écart la personne en question? Il y a des enjeux financiers et réputationnels énormes. Les Enfoirés, c'est un spectacle qui est financé par TF1, diffusé par TF1, et Patrick Bruel, c'est un artiste TF1. Des tas d'émissions de variétés, de concerts, de productions de séries, de films sont associés à TF1. Le spectacle des Enfoirés, c'est une des plus grosses audiences de TF1 dans l'année. Donc il y a quand même des enjeux financiers. Mais par ailleurs, ces violences sont souvent, je parle de manière générale, banalisées, minimisées, aujourd'hui encore dans la société. Beaucoup préfèrent regarder ailleurs et justement se débrouiller avec des bouts de ficelle. C'est-à-dire que plutôt que de ne pas inviter Patrick Bruel, par précaution, on a choisi visiblement de prévenir les femmes. Et ça pose évidemment beaucoup de questions. On a déjà vu ça dans d'autres affaires. Là, il y avait vraiment des consignes dans différents secteurs qui étaient données et qui doivent aujourd'hui évidemment nous interroger. Je précise quand même que les Enfoirés l'ont écarté, Patrick Bruel, à la réception de nos questions le 28 mai. Quand on a envoyé nos questions pour toute cette grosse enquête, ils l'ont écarté quelques heures après. Ils l'ont écarté en vous disant
on sait que c'est vrai ou on pense que c'est plausible par rapport à ce que l'on connaît? Ils n'ont fait aucun commentaire sur ce point. Ils ont dit qu'ils ne feraient pas partie de l'édition 2027. L'affaire Bruel, pardon, elle est inédite parce que donc on a connu des hommes célèbres qui ont été accusés de telles choses. Mais alors, par exemple, Depardieu, lui, était déjà un peu affaibli. PPDA était hors de l'antenne, sauf erreur. Non, il avait encore une émission, mais il n'était en tout cas Il n'était plus plus à au TF1 au JT. JT. Oui, c'est vrai, et on voit que ces enquêtes journalistiques sur des violences sexuelles, ou des accusations de violences sexuelles en tout cas, sortent souvent quand les personnalités sont en déclin. C'était le cas de Weinstein, mais c'est aussi le cas de Gérard Depardieu, qui était affaibli par sa proximité avec certains dictateurs, et avec Vladimir Poutine en pleine offensive russe en Ukraine. Effectivement, Patrick Bruel, c'était pas le cas. Patrick Bruel, il est au sommet de sa carrière, il avait prévu une tournée de 58 dates pour la réédition de son album culte, il était à l'affiche d'une série, du théâtre, et c'est ce qui a rendu mon enquête difficile. J'ai cru que je n'allais jamais être en mesure de la publier parce que les femmes avaient trop peur de prendre la parole. Il a fallu, je vous l'ai dit, 7 ans pour y arriver, et l'enquête du mois de mars, ces femmes, elles tremblaient avant la publication. Il faut bien comprendre qu'elles ont essuyé les plâtres, toutes ces femmes qui ont parlé en premier. Vous avez d'autres témoignages à venir? Absolument, on reçoit à Mediapart des témoignages très très nombreux. En 10 ans de Très travail nombreux. sur ces violences sexuelles dans des affaires médiatiques, je n'ai jamais Non, reçu autant de témoignages. donc en plus de ces femmes qui ont déjà porté plainte. Oui, bien sûr, ce sont des alertes de femmes qui se disent victimes à nouveau de manière très massive, mais aussi de personnes témoins. Massive. Des personnes. Est-ce que c'est Je ne peux pas quantifiable? donner de chiffres, ce serait pas déontologique de ma part, vu que je viens de vous expliquer qu'on recoupait tout, qu'on vérifiait tout, mais je peux dire que c'est des dizaines et des dizaines de témoignages. Marine Turki, journaliste au service enquête de Mediapart. On va continuer d'évoquer la parole des femmes et la parole des victimes. Vous serez rejointe par Pauline Chanu, documentariste, notamment à France Culture. Elle a publié Guillaume Erner. Retour à l'affaire Bruel. Le chanteur, comme nous vous l'avons annoncé, a été inculpé de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel après 48 heures de garde à vue. On a évoqué avec vous, Marine Turki, journaliste au service enquête de Mediapart, à l'origine de la révélation de l'affaire Patrick Bruel, la manière dont vous recueillez, dont vous avez recueilli et vous continuez à recueillir la parole des victimes, les difficultés que ça a posées, la manière dont il a fallu attendre quelque temps pour que tout ceci puisse prendre forme. La parole des femmes, c'est le sujet de votre livre, Pauline Chanu. Bonjour, vous êtes documentariste à France Culture. On se connaît bien puisque vous avez été rédactrice en chef des Matins. Vous voyez malgré tout, vous publiez Sortir de la maison hantée. Et c'est un excellent livre qui a obtenu le grand prix des lectrices Elle dans la catégorie non-fiction. C'est un livre où vous expliquez en substance comment l'hystérie, catégorie présentée comme étant une catégorie médicale, a été en réalité une manière de silencier, selon vous, la parole des femmes. Ça a été aussi un documentaire sur France Culture. Le point commun que j'y vois entre le discours non entendu, voire même auto-censuré de ces femmes qui n'ont pas évoqué ce qu'elles avaient subi avec Patrick Bruel, c'est la manière dont la parole des femmes peut être ou bien non entendue, ou bien tournée en dérision ou en pathologie. Il faut peut-être commencer par dire comment vous avez recueilli ces témoignages, comment vous avez construit donc ces mécanismes qui conduisaient à silencier la parole des femmes. Oui, bonjour. Vous disiez comment ça a servi à silencier et à enfermer les femmes. En réalité, je pense que l'hystérie continue d'enfermer les femmes. C'est d'ailleurs le sous-titre du livre. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans la prise de parole de Flavie Flament, c'est qu'elle dit, elle, que si elle avait parlé plus tôt, elle aurait été considérée comme folle. Et elle dit même qu'il aurait été possible qu'elle soit enfermée à l'hôpital psychiatrique comme nombre de lanceuses d'alerte dans les affaires de violences sexuelles. Donc, elle en a vraiment conscience. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a guidée au début de ce travail, c'est comment, en fait, en tant que femme, on est consciente d'un risque d'être prise à tout moment pour folle, pour hystérique, si on dénonce des violences sexuelles. Quand je commence à travailler sur le sujet pour France Culture, donc c'était il y a 4 ans maintenant, au début, je pense que c'est une histoire largement passée, puisque déjà on me dit que c'est un diagnostic qui n'existe plus, qui a été supprimé des classifications médicales
en 1980. Et pourtant, je vais me rendre compte au fil de cette enquête qu'en réalité, c'est un diagnostic qui est encore posé dans les hôpitaux, dans les commissariats de police, dans les cours de justice, à travers les expertises aussi psychologiques et psychiatriques. Et pour répondre à votre question, donc moi, tout mon travail part de la parole de femmes, de centaines de femmes qui m'ont confié leur histoire. Donc c'est à la fois une histoire de la médecine, de ce terme, c'est une histoire aussi du recueil de la parole récente. Comme vous l'évoquiez, on a effectivement un certain nombre de femmes qui témoignent de cette accusation possible sur elles. On va écouter justement Flavie Flament. J'ai vécu 10 ans dans ce système, je faisais en sorte de l'éviter. Je n'avais à l'époque pas le pouvoir de dire non. Et imaginez, à 23 ans, quand ma carrière commence à TF1 à la tête des émissions de variété, imaginez-moi dire je ne vais pas recevoir Patrick Bruel, qui est une star à l'époque. Je ne vais pas le recevoir parce que j'ai vécu ça lorsque j'avais 16 ans. Qu'est-ce qu'on m'aurait dit? Qu'est-ce qu'on aurait fait? J'aurais pas eu de carrière. J'aurais renoncé à ma vie professionnelle. J'aurais été traitée de folle. J'aurais été planquée. J'aurais peut-être fini en HP comme des lanceuses d'alerte qui un jour ont fini en hôpital psychiatrique en sortant d'un plateau de télé quand elles étaient en train de dénoncer l'abbé Pierre. Un commentaire, Marine Turki, sur ce que vient de dire Flavie Flament. Ce qu'elle a dit là, elle l'avait déjà dit dans Mediapart il y a 2 ans. Son impossibilité d'être entendue en dénonçant plusieurs violeurs. Et pourtant, c'est le lot commun de beaucoup de femmes. Et on n'entend pas cette parole-là. Elle le dit, quand on a été violé, on a plus de risques de l'être à nouveau. C'est documenté dans les études universitaires. Et je crois que c'est ce qui a freiné sa parole sur Patrick Bruel. D'ailleurs, quand j'ai recueilli son témoignage au mois de mars, dans la foulée de ma première enquête, elle voulait être anonyme. Elle ne voulait pas se jeter dans une deuxième bataille médiatique. Elle savait le prix à payer. Elle savait qu'on allait remettre en cause sa parole, mais sa crédibilité. Et c'est de ça dont on parle. Il y avait eu auparavant le photographe David Hamilton, qu'elle avait accusé de viol lorsqu'elle avait 13 ans. C'était l'objet de son livre, La Consolation. Donc, dans La Consolation, on comprend qu'elle a subi une multitude de violences sexuelles dans sa vie. Mais elle le dit très bien. Est-ce qu'on l'aurait entendu à l'époque si elle avait dénoncé Patrick Bruel plus David Hamilton? La réponse est non. Pauline Chanu, un commentaire. Oui, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, Alexandra Rosenfeld dit la même chose quand elle dénonce Jean Imbert, et elle dit autre chose. Elle dit que lui la faisait passer pour folle. Et là aussi, ça rejoint mon enquête. C'est-à-dire que, en fait, on se rend compte que les agresseurs ont souvent en tête le fait que faire passer les femmes pour folles va être le meilleur moyen de les faire taire, puisqu'à partir du moment où elles passent pour folles, ou alors si elles ont subi une expérience de psychiatrisation, si elles ont pris des médicaments, ça va se retourner contre elles lorsqu'elles vont être face à la justice. Mais parfois même, ces hommes vont faire en sorte de ce qu'on appelle les gaslighter, de les manipuler psychologiquement, et donc d'atteindre leur santé mentale. Et ça, c'est aussi ce que Flavie Flament a dit au moment où elle a dénoncé les viols de David Hamilton. Elle dit qu'à un moment, oui, elle s'est sentie devenir folle, mais qu'en fait, c'était du stress post-traumatique, c'était un réveil d'amnésie traumatique qui, en effet, avait un effet, mais on peut le comprendre, sur sa santé mentale. Juste pour rappeler, Alexandra Rosenfeld est une ancienne Miss France qui accuse son ancien compagnon, qui est chef cuisinier, je crois, de lui avoir fait subir un certain nombre de violences. Juste une précision par rapport à ce que vous disiez, vous avez raison. Patrick Bruel, dans les témoignages que j'ai recueillis, il a usé de ça. Plusieurs femmes disent, il m'a dit, personne ne te croira, tu n'es personne, je suis Patrick Bruel. Ça parcourt plusieurs témoignages que j'ai recueillis, dont celui de Daniela Elsner. Lorsqu'elle dénonce cette tentative de viol en 97, elle dit, il m'a dit, personne ne te croira. Il y a quelque chose de l'ordre de l'abus de pouvoir, mais quelque chose aussi de résumer les femmes au fait qu'on ne les croira pas et au manque de crédibilité. Et est-ce qu'aujourd'hui, on entend autant la parole d'un homme et la parole d'une femme, et notamment une femme qui n'a pas de pouvoir par rapport à un homme qui en a? C'est la question au cœur de ces affaires. Mais alors, vous le sentez par exemple dans les accusations qui ont été portées par Flavie Flament, Pauline Chanu. Est-ce que vous voyez ces commentaires-là, par exemple? Est-ce que vous les avez entendus? Alors là, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, ça n'apparaît pas dans la défense de Patrick Bruel, mais j'ai l'impression que justement, c'est parce qu'elle a devancé cette stratégie de l'agresseur. En disant qu'on allait la prendre pour folle, en fait, on ne peut plus dire d'elle qu'elle est folle. En revanche, c'est vrai que je l'ai vu dans les commentaires des internautes. J'ai regardé, en fait, lorsqu'il a été annoncé qu'elle allait reprendre le magazine de la santé, il me semble, en dessous de différents articles, il y avait des commentaires d'internautes qui disaient « Bah oui, elle en connaît un rayon sur la santé mentale », avec ses problèmes psychiatriques, etc. Elle ferait mieux d'aller d'abord chez le psychiatre. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que non seulement c'est la stratégie de l'agresseur, ensuite ça peut être repris
par ses avocats, ça peut être repris par la justice, ça peut être repris dans les expertises psychologiques et psychiatriques faites chez les victimes de violences sexuelles, mais ensuite ça peut circuler dans la société, circuler dans les médias, et on voit que ça a été le cas dans plein d'affaires de féminicide et de violences conjugales, de violences sexuelles. Ça a été le cas pour Amber Heard lorsqu'elle dénonce les violences conjugales et les viols de Johnny Depp. Il va être dit d'elle par une experte psychologue qu'elle est borderline histrionique, ça va être dit par l'avocate de Johnny Depp, ça va être dit ensuite dans les médias, sur les réseaux sociaux. Dans le cas de Marie Trintignant, lorsqu'elle est assassinée, il va dire, Bertrand Cantat, qu'elle est folle, qu'elle était en crise d'hystérie, qu'elle était en furie. Et puis voilà, en fait, des exemples, on en a beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que Marine Turki. l'attitude des plaignantes est toujours disséquée en premier. C'est-à-dire que la première question, c'est pourquoi elle parle maintenant et pourquoi elle le fait comme ci ou comme ça dans la presse ou auprès de la justice. Ça va jamais, en fait, la manière dont elle parle. C'est ça que ça raconte, ces histoires. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, normalement, dans les expertises psychologiques, on ne doit plus examiner la crédibilité de la victime, de la plaignante, à travers des questions directes là-dessus. Et pourtant, ces expertises servent encore à ça. Concrètement, on essaie de savoir si elles ne sont pas un peu mythomanes, un peu folles, un peu affabulatrices. Alors que cette question n'a plus le droit d'être posée depuis des années maintenant. Et pourtant, ça transpire dans ces expertises-là. Et ça montre bien... je me souviens d'une expertise psychologique dans l'affaire Luc Besson où on avait dit de la plaignante, l'expert avait dit le sujet est névrotique parce que ne se vit pas comme future mère. Vous vous rendez compte du stéréotype? Donc en fait, ces affaires-là montrent les stéréotypes qui sont encore tellement prégnants, de la même manière qu'il y a ce stéréotype de pourquoi aurait-il besoin de violer? Donc c'est très important, mais il faudrait davantage se pencher sur l'attitude du mis en cause. Est-ce que c'est normal de faire venir des très jeunes femmes dans le cadre professionnel dans sa loge à minuit? C'est une question qui doit se poser, par exemple, plus que pourquoi elle est venue dans la loge. Pauline Chanu, vous écrivez dans Sortir de la maison hantée, donc ce livre que vous consacrez à l'hystérie. Il existe une mécanique de l'hystérie et lorsque nous remontons notre histoire individuelle et collective, son origine est toujours la même. Il y a d'abord un traumatisme, puis une confiscation de la parole au prétexte que la victime serait une menteuse, une folle, puis elle tentera de parler, plus elle s'enfoncera dans le silence. Expliquez-moi. Oui, déjà, ce que ça dit, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de libération de la parole des femmes, mais en réalité, ce qui compte évidemment, c'est que les femmes parlent, mais surtout qu'elles soient entendues et crues. Et ça a des conséquences très directes, très concrètes sur leur santé mentale et physique. En fait, on voit que parler, ça réduit le risque de développer plus tard des troubles dépressifs, voire des risques suicidaires, voire des maladies physiques, physiologiques. Et si on remonte dans cette histoire de l'hystérie, quand je parle de l'hystérie, très souvent, on me renvoie au 19e siècle, à la Salpêtrière. Donc, je fais un léger retour en arrière, mais on se rend compte que déjà, à la Salpêtrière, les femmes qui étaient enfermées pour hystérie, donc dans les années 1880-1890, avaient toutes vécu des violences sexuelles de la part de leur père, de leur mari, de leurs employeurs, et que après ces violences sexuelles, si je résume les choses, elles avaient des symptômes de stress post-traumatique qui ont été interprétés comme de l'hystérie, parce que parfois ça prend des formes très spectaculaires, ce qu'on va aujourd'hui appeler troubles neurologiques fonctionnels, troubles dissociatifs de l'identité. D'ailleurs, il y a un podcast sur France Culture en ce moment sur le sujet, mais aussi des manifestations physiques qui peuvent aller jusqu'à ce qu'on a appelé l'arc d'hystérie. Mais en fait, tout ça, on le voit encore dans les hôpitaux aujourd'hui, et on se rend compte que ce sont des symptômes de stress post-traumatique. Donc ce que ça veut dire, c'est que plus les femmes parlent et moins elles sont entendues, plus elles vont développer des symptômes qui vont se retourner contre elles, puisqu'elles vont être considérées comme folles, comme hystériques, enfermées. Et évidemment, à partir du moment où elles sont enfermées, plus personne ne les entendra. D'où la nécessité pour les policiers et policières d'être formés sur ces sujets, puisque je prends un exemple, mais si une plaignante qui vient dénoncer un viol se met à rire lors du dépôt de plainte, quelqu'un qui n'est pas formé peut être évidemment déstabilisé et dire franchement, c'est pas sérieux, alors qu'en fait, c'est typiquement une manifestation possible de stress post-traumatique. Donc il faut être formé sur ces questions, c'est une évidence. Mais alors, justement, parce que là, la manière dont la parole des victimes, toutes les victimes, est recueillie par la police est au cœur de l'actualité, avec aussi l'affaire Diana. Qu'est-ce que vous en pensez, Marine Turki, vous qui avez enquêté sur différentes enquêtes, sur différentes affaires de ce type? Est-ce que la police est suffisamment formée? Est-ce qu'on est aujourd'hui encore loin du compte?
Alors déjà, on n'a pas exactement les chiffres des policiers et policières qui sont véritablement formés sur ces sujets, mais simplement, il faut développer davantage de services spécialisés. Moi, je dis souvent que quand vous avez mal aux dents, vous n'allez pas chez l'ophtalmo. Donc, il faut atterrir au bon endroit. Mais c'est pas seulement une question de formation, une question de moyens, c'est aussi une question de culture sur ces sujets. Et vous ne pouvez pas détricoter 30 ans d'éducation d'un policier ou d'une policière sur ces sujets. La police, la justice, c'est pas un îlot séparé de la société. Ils sont tout comme nous, tout comme vous, empreints de stéréotypes sur ces affaires. Et moi-même, je n'y échappe pas. Donc, il faut détricoter tout ça. Et ça, c'est un problème d'éducation qui va plus largement, qui va plus loin que la formation. Il y a aussi la manière dont la célébrité fonctionne. Pauline Chanu, est-ce que ça aussi c'est une forme de maison hantée, puisque une personne célèbre, c'est quelqu'un qui bénéficie d'une surface sociale, qui bénéficie aussi d'une certaine aura. Ça veut dire qu'elle a priori une présomption d'innocence, surtout lorsque c'est le cas d'une star qui est très aimée comme Patrick Bruel. Oui, enfin, surtout, je pense qu'en retour, les femmes qui dénoncent des violences sexuelles bénéficient, ou plutôt pâtissent, d'une présomption d'affabulation, d'incrédibilité et de folie. Enfin, moi, c'est vraiment plutôt ça l'angle de mon travail. Simplement pour rebondir sur l'affaire Liana et pour le relier à notre sujet de la parole des femmes et des enfants, on se rend compte, enfin en tout cas c'est un article du Parisien qui cite une expertise psychologique qui aurait été faite sur cet enfant, cette mineure qui a dénoncé, donc ce serait la plainte de 2022, et la plainte aurait été classée sans suite, considérée comme une infraction insuffisamment caractérisée en raison justement d'un examen psychologique de la jeune plaignante jugeant son témoignage peu crédible. Parce qu'elle n'aurait pas voulu répéter les faits à voix haute, elle les aurait seulement écrits. Et c'est aussi ce que vous racontez, Marine Turki, c'est qu'en fait, il faut aussi former les policiers, les gendarmes à recueillir la parole des victimes et notamment des enfants. En fait. Ce que vous racontez aussi, Marine Turki, ou ce qui s'est passé dans l'affaire Bruel, c'est aussi une série de coups de fil, de tentatives d'apporter des témoignages, des contre-témoignages. Dans le cadre du contradictoire au mois de mars, oui, j'ai adressé une demande d'entretien à Patrick Bruel. Ça a été un refus. Du coup, j'ai adressé mes questions détaillées. À partir de là, il s'est passé un certain nombre de coups de fil, des témoins ou victimes présumées m'ont dit avoir été contactés, sollicités. C'est impressionnant pour elle. Alors évidemment pas par Patrick Bruel lui-même, je tiens à être très précise là-dessus, au point que j'ai dit à sa communicante de crise, écoutez, le délai accordé pour le contradictoire, pour le recueil de votre parole, ne doit pas servir à atteindre mes sources et moi je me dois de les protéger. Donc ça a été un petit peu un moment très tendu, très difficile, où nous on doit respecter en tant que journaliste le contradictoire et recueillir les réponses, et c'est normal de Patrick Bruel, mais que ce temps ne doit pas servir pour appeler un certain nombre de témoins, etc. La communicante de crise m'a dit Patrick Bruel n'a appelé ou fait appeler personne. Moi, en tout cas, j'ai eu des témoins ou victimes présumées qui ont été contactées. On peut perdre des témoignages. Et nous, on se doit de protéger nos sources. Donc, vous voyez, on est dans cette tension, dans ce moment-là, qui a été très difficile. Évidemment, on n'est pas face à quelqu'un qui a simplement des avocats. Ça, c'est l'état de droit, c'est normal, il y a le droit à une défense. On a quelqu'un qui a une agente, et pas n'importe laquelle, Elisabeth Tanner, qui est extrêmement puissante. Elisabeth Tanner, c'est son agente depuis 30 ans. Vous savez, c'est le personnage de Camille Cotin dans 10%. C'est quelqu'un de très installé dans le showbiz, qui a beaucoup de contacts, et puis il y a aussi sa communicante de crise. C'est quand même un sujet, l'arrivée, c'est Clara Polzamo, mais c'est un sujet dans les affaires de violences sexuelles de voir faire éruption des boîtes de communication de crise, parce que quel est leur travail? C'est de faire en sorte que ces accusations n'existent pas dans l'espace public. C'est de faire en sorte qu'il y ait une autre petite musique qui soit transmise dans les journaux aux journalistes. On est face à cela. Mais alors, justement, une communicante de crise, qu'est-ce qu'elle dit en pareil cas? Par exemple, lors de mon second volet d'enquête, où j'allais révéler quand même 2 accusations de viol sous soumission chimique, puisque 2 femmes, dont Flavie Flament, faisaient état du fait qu'elles auraient pu être droguées, j'ai eu un coup de fil qui a duré 40 minutes de me dire ma responsabilité quand même de publier des accusations de soumission chimique. Est-ce que j'avais quand même vraiment les éléments? Et j'ai eu cette phrase, c'est quand même pas Dominique Pellicot, Patrick Bruel. Ça marche pas sur Mediapart, ce genre de coup de fil, parce que nous, on a recoupé nos informations. Ces femmes font état de leur sentiment d'avoir été droguées. Évidemment qu'elles n'ont pas d'analyse de sang des années après ou d'analyse toxicologique. Mais pourquoi on censurerait cet élément? Voilà.
Alors, la censure, la manière dont on recueille la parole des femmes, dont on cherche à la décrédibiliser, j'aimerais vous faire entendre une autre affaire. C'est une affaire d'ailleurs où il est question également d'un chanteur, Bertrand Cantat. Tendez l'oreille, c'est en 2003, Bertrand Cantat témoigne face au juge des événements qui ont conduit à la mort de Marie Trintignant. Donc elle est devenue très très agressive, très hystérique, et elle m'a frappé d'un coup de poing au visage. C'est que ça se passe dans la folie, dans la furie, vous savez, c'est difficile de décrire ça précisément. C'est dur pour moi. C'est un extrait de votre documentaire, Pauline Chanu. J'ai choisi cet extrait parce que là, on entend bien le terme d'hystérie et j'aurais aimé que vous le commentiez. Oui, donc on se rend compte que dans la voie, dans la stratégie des agresseurs, revient toujours ce terme d'hystérique. J'ouvre le livre par des extraits de procès-verbaux d'hommes accusés de violences conjugales qui disent tous « j'ai dû la calmer, j'ai dû la redresser, elle avait une montée d'hystérie, elle était hystérique comme sa mère ». Et ça revient tout le temps en fait dans leur voix. C'est aussi ce que me confirment les magistrats et les magistrates que j'ai interviewés. Et là, dans l'affaire Cantat, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que non seulement lui le dit, mais ensuite son avocat va s'en servir pour sa défense. Puis ensuite, les journalistes vont aller voir les différents ex-compagnons de Marie Trintignant pour vérifier si oui ou non, en fait, elle était vraiment hystérique. Et on se rend compte que ça l'a quand même marqué, bien que je pense qu'on soit toutes et tous d'accord pour dire que c'est un terme misogyne. Néanmoins, ça a continué de la marquer très longtemps de ce que j'appelle le sceau de l'hystérie, de la folie Marie Trintignant, alors même qu'elle avait été victime d'un féminicidaire. Marine Turki. C'est tout à fait ça, dans les procès-verbaux qu'on peut consulter sur des affaires connues ou pas. J'ai dû la recadrer, elle était intenable, mais quand même, elle faisait des problèmes. C'est les images qu'on renvoie des femmes aujourd'hui. C'est exactement ce dont on parle. Et ça, c'est dans toutes les affaires. Parce qu'en fait, il s'agit de décrédibiliser la parole en face. Et si vous faites passer ces personnes pour folles, vous avez gagné. Par ailleurs, ces femmes, elles deviennent folles de ne pas être crues, de ne pas être entendues. Et ça, c'est un sujet aussi dont il faut parler. Et je pense qu'il faut vraiment inverser le prisme de questionnement. On va tout de suite aller regarder l'attitude de la plaignante et pas se questionner sur le mis en cause et ce qui lui est reproché. Et ça, pour moi, c'est ce qui doit encore changer 10 ans après MeToo. Pauline Chanu, justement, le fait de rendre les femmes folles en pareil cas, voire de les conduire au désespoir absolu, dans le cas de Cantat. Je pense que l'hystérie, c'est une fiction qui a été fabriquée pour dissimuler les violences et qu'en effet, il faut retourner ce récit, se demander qui a intérêt à faire passer les femmes pour folles. Je me suis rendu compte, parce que j'ai aussi fait une série sur les féminicides sur France Culture, que toutes les femmes qui ont survécu à des tentatives de féminicide me parlaient d'ex-folles de leur conjoint. C'est-à-dire que leur conjoint leur avait toujours dit « mon ex était folle, elle est alcoolique, elle est à l'hôpital psychiatrique, etc. » Et donc je pense qu'il faut se méfier de cette figure de l'ex-folle et de la femme folle en général. Et voilà, et plutôt effectivement se focaliser sur la stratégie de l'agresseur et sur son intérêt à lui à dire que les femmes sont folles. Par ailleurs, quand on a subi des violences, évidemment qu'en fait, on a tout un tas de symptômes. Il faut bien entendre ça. Et qu'en fait, par ailleurs, on peut avoir été folle et avoir été violée. Il faut quand même que la société entende ça. Il y a des personnes qui ont le droit d'avoir des problèmes psychiatriques, psychologiques, être en train de se soigner et dénoncer un viol. Sinon, comment on entendrait aujourd'hui la parole des femmes qui sont à l'hôpital psychiatrique ? Donc la société, elle doit encore continuer à ouvrir davantage les oreilles. Et je rejoins ce qui a été dit, c'est pas une libération de la parole dont il faut, c'est une libération de l'écoute. Mais alors, ça rend très complexe justement le métier d'expert psychiatre, parce que c'est toute l'ambiguïté aussi par rapport à ce qu'est la psychiatrie et la manière dont elle traite la parole. Je parle d'ailleurs de toutes les paroles. Oui, mais en fait, c'est le travail aussi des experts psychiatres d'être formés là-dessus et de pouvoir en fait différencier ce qui relève des conséquences des violences sexuelles et du stress post-traumatique et du reste en fait. Et c'est pas du tout le cas parce qu'on manque d'experts aujourd'hui. Nous, on a fait une enquête sur les experts. C'est un vrai souci, les experts psychiatriques. Et c'est emprunt en plus de théories freudiennes et lacaniennes. Oui, absolument. Moi, j'ai trouvé dans des expertises psychiatriques les mentions de phallus, de narcissisme, de traits de la personnalité hystérique chez des victimes. Et en effet, je pense que plein d'experts ne sont pas formés à reconnaître les mécanismes du trauma. Et juste pour dissiper tout malentendu, je suis totalement d'accord avec vous, Marine Turki, quant au fait que c'est pas parce qu'on est psychiatrisé, qu'on a des troubles psychologiques ou psychiatriques, que ça excuse les violences sexuelles, bien au contraire. Et je parle dans mon livre du fait que au contraire, en institution psychiatrique, il y a d'autant plus de violences sexuelles et les personnes sont d'autant moins crues. Sortir de la maison hantée, c'est donc votre livre, Pauline Chanu, qui a obtenu le Grand Prix des lectrices de Elle. Merci Marine Turki. Merci. On vous retrouve Merci dans les beaucoup. colonnes de Mediapart dans quelques instants.